Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue au grand show de l'entreprise Marseille-Provence 2031. Vous voyez que c'est tout un programme. On va parler d'avenir, mais en attendant, on va demander à monsieur Jean-Luc Chauvin, le président de l'UPE 13, de venir nous rejoindre. Jean-Luc Chauvin. Voilà, donc Marseille-Provence 2031, vous l'avez compris, on va essayer de parler prospective, on va essayer de parler effectivement avenir, avec un micro que Jean-Luc va prendre tout de suite. Alors Jean-Luc, ce soir, Marseille-Provence 2031, on va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement, mais je vous propose tout de suite, peut-être, avant de parler d'avenir, de jeter un petit coup d'œil dans le rétro et de regarder finalement tout ce qui se passe, et tout ce qui s'est passé tout au long de cette année, riche en action, en mobilisation et peut-être aussi en ambition. On regarde tout ça tout de suite en images. Un mot sur la proposition de grande métropole qui vient d'être faite par le gouvernement. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les chefs d'entreprise qui la réclamaient depuis un moment. Écoutez, on a été les premiers à la réclamer en effet, puisque c'est une nécessité si on veut développer l'économie de ce territoire, donc l'emploi. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, pour être bref, nous disons au gouvernement et à M. Hérault, chiche. On est dans un schéma où il y a une urgence. On le voit tous les jours, l'emploi se dégrade très fortement sur ce territoire. Les problèmes qui vont avec la dégradation de l'emploi, de sécurité et autres sont conséquents. Et il faut aller vite. On a un retard important en termes d'organisation du territoire. Ce qui est possible ailleurs doit être possible ici. Mobilisation à Aubagne. Ici, le tramway n'est pas vraiment sur les rails. Les opposants dénoncent un projet pharaonique pour une ville déjà endettée. Prévu en 2014 et entièrement gratuit, ce mode de transport ne fait pas l'unanimité. Aubagne, la communauté d'Aubagne est déjà une ville qui est très endettée. Et donc ça ne viendrait que rajouter, même si c'est la communauté d'agglomération, ça viendrait que rajouter un endettement avec aujourd'hui une situation économique qui est difficile et pour les entreprises et pour le pays. Donc pour nous, c'est une satisfaction, une naissance, et maintenant on va travailler pour qu'elle grandisse. C'est un crédit d'impôt qu'on va devoir aller chercher à la fin de l'année. N'était-ce pas plus simple de le mettre simplement sur un bulletin de salaire pour qu'on récupère immédiatement le choc de compétitivité dont on a besoin ? Quand on voit ce choc fiscal qui arrive, je répète, la France est déjà un des champions du monde de la fiscalité, on va nous en rajouter. Et donc forcément, les entreprises locales se disent, est-ce que je vais investir? Est-ce que je vais embaucher? Très à cœur, c'est une manifestation qui existe depuis 7 ans, qui en est à sa 8e édition et qui consiste à faire découvrir l'entreprise à un public de collégiens et de lycéens. L'opération, c'est 400 jeunes, c'est une trentaine de classes, donc on a besoin que le rectorat mobilise effectivement les établissements. Et on a aussi de l'autre côté 30 chefs d'entreprise, donc on a besoin que l'UPE 13 mobilise aussi les chefs d'entreprise. C'est l'un des grands paradoxes du marché de l'emploi et du chômage. Beaucoup d'entreprises affirment qu'elles ne parviennent pas à recruter des jeunes. L'Union patronale des Bouches-du-Rhône a donc signé un partenariat avec Pôle emploi pour développer les contrats d'alternance et de professionnalisation.
programme. Faire grandir les entreprises. Est-ce que l'objectif est atteint ? Écoutez, je ne sais pas si l'objectif est atteint, mais on vient de le voir, effectivement, depuis 3 ans, le début de cette mandature, avec toute mon équipe, on a placé nos efforts sous un seul slogan, c'est faire grandir nos entreprises. Et on en a bien besoin. Donc moi, après ce film, ce que je voudrais en premier lieu, c'est remercier toute mon équipe, tous ceux avec qui on a pu faire toutes ces actions toute l'année et fonctionner. Alors en premier lieu, bien sûr, mon bureau, mon conseil exécutif, et puis, bien sûr, nos territoires. Et puis les fédérations, les groupements professionnels, nos chambres de commerce qui sont en permanence à nos côtés. Et puis surtout, je voudrais ce soir rendre un hommage appuyé à nos 2500 mandataires, 2500 chefs d'entreprise qui s'impliquent dans la vie de ce territoire, qui viennent relayer les valeurs de l'entreprise, qui viennent relayer les valeurs de la création de richesses pour créer de l'emploi. Et je veux profiter de l'assistance qu'on a ce soir nombreuse pour rappeler, et notamment à nos élus, que seules les entreprises créent de la richesse et créent de l'emploi. Et que pour ça, il faut les saluer, il faut les remercier. Donc moi, je voudrais vraiment rendre hommage à nos mandataires. Et puis après aussi, c'est le travail élargi, je dirais, d'un certain nombre de partenaires, et notamment nos partenaires du collectif Mon Entreprise Ma Ville, donc aux autres syndicats patronaux bien sûr, mais aussi aux syndicats de salariés avec lesquels on travaille au quotidien, on l'a vu dans ce film, sur un certain nombre de sujets, parce qu'au fond, dans l'entreprise, on est tous ensemble. L'entreprise, c'est à la fois les salariés et les chefs d'entreprise, et l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Et quand on est ensemble, y compris pour les sujets extérieurs à l'entreprise, ça se passe beaucoup mieux, on gagne beaucoup plus. Voilà. Merci. Alors ce soir c'est aussi une assemblée générale, on va découvrir quelques chiffres parce qu'il faut que la base dont vous parliez vous réalise. Voilà, on va découvrir ces chiffres. Voilà, pas trop de soucis. 80. C'est un mouvement démocratique l'UPE 13 parce qu'avec un peu des résultats de République bananière, ça non ? C'est vrai, c'est un vrai résultat de République bananière. Ça ferait plaisir à beaucoup. Mais en fait c'est quand même un mouvement démocratique puisque les votes ont été faits par correspondance. Et ces 10 500 adhérents, vous l'avez vu tout à l'heure, qui nous permettent de fonctionner et qui nous permettent de réussir tout ce que vous avez vu dans le film tout au long de l'année. Effectivement, ces 10 500 adhérents qui viennent là de donner par leur vote 99,42, ça fait quand même un peu bananier, un vrai signal. La salle est remplie, elle est pleine. On bat un record ce soir vraisemblablement jamais égalé dans l'histoire de l'UPE 13 puisqu'il y a plus de 1800 inscrits pour l'Assemblée de ce soir. Franchement, ça fait plaisir. C'est un vrai remerciement. Et les résultats. Donc vous avez le droit de vous applaudir, messieurs et mesdames les militants. Et puis je voudrais dire un dernier mot là-dessus. C'est un vrai remerciement aussi pour toute mon équipe que j'ai citée tout à l'heure et puis pour tous les permanents sans lesquels on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait. Donc nos 80 permanents sur tout le territoire qui nous permettent de réussir à mobiliser, à passer des messages et à mener des combats militants très souvent quand on a besoin de faire avancer les idées. Merci. Alors, je le disais tout à l'heure, Marseille, Provence 2031, on va en savoir un peu plus maintenant sur ce sujet. Vous avez souhaité ce soir donner la parole à des chefs d'entreprise, à des entrepreneurs qui sont vraiment porteurs de grands projets pour créer une vaste plan de développement stratégique pour ce territoire. Qu'à des entrepreneurs, vous n'avez pas souhaité donner la parole à des responsables politiques? Il y en a quand même quelques-uns dans la salle ce soir. Alors, il y en a même beaucoup, Thierry, il y en a beaucoup et on les remercie d'être présents. On a tous nos parlementaires, on a notre ministre, nos anciens ministres qui sont là et qui sont à nos côtés. Effectivement, ce soir, on a donné la parole à des témoignages de chefs d'entreprise qui sont porteurs de messages positifs, qui sont porteurs d'ambition pour notre territoire, qui sont porteurs de réussite pour notre territoire. Et le message important qu'on a voulu donner à nos élus qui sont là, mais aussi à tous ceux qui sont ici, c'est que si on sait travailler ensemble, si on sait changer ou si on sait prendre une méthode collective, notre territoire a beaucoup d'avenir. Et on va essayer de découvrir tout ça ce soir. Alors effectivement, un territoire qui a de l'avenir, un territoire qui sait se fixer des priorités. Je vous propose tout de suite d'accueillir pour en parler M. Yohan Bensivaga, qui est président de la Fédération du bâtiment, Jacques de Chilly, qui est directeur de l'Aderli, nous vient évidemment de la belle ville de Lyon, et Mme Sandra Chalinet, qui est directrice des Terrasses du Port. Je vous en prie. Et on se met là. Voilà, ils vont arriver. Ils arrivent par là, c'est très bien. Et Yohan est là. Et on va tout de suite donner la parole d'ailleurs à Yohan Bensivaga,
président d'une grande fédération s'il en est. Une filière qui traverse, comme beaucoup d'autres, des périodes un peu plus compliquées, effectivement, mais c'est pas trop ce qui va nous intéresser ce soir. Plutôt ce soir, on va essayer de regarder vers l'avenir, pour regarder ce qui se passe. Comment est-ce qu'effectivement vous voyez les choses évoluer dans cette filière du BTP? Je le disais, qui connaît des moments difficiles, mais on a le sentiment qu'il y a un potentiel énorme, parce que d'abord, vous êtes le premier employeur du département, il faut quand même peut-être le rappeler, et vous êtes une industrie de main-d'œuvre, et aujourd'hui on parle beaucoup d'emplois. Oui, effectivement, nous sommes une industrie de main-d'œuvre puisque nous représentons à peu près 50 000 emplois dans les Vosges-du-Rhône. Alors notre priorité, c'est quoi? C'est de maintenir cet emploi et même, j'allais dire, de l'améliorer et de l'augmenter. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut constater et ce que la profession a fini par se rendre compte, c'est que le monde avait changé, que le monde aujourd'hui était au moins à l'échelle de l'Union européenne. La directive des prestations de services internationaux de 1996, qui a libéralisé les échanges entre les pays des 27, est passée par là. Et la mutation pour notre profession est en marche. J'allais dire qu'on est en train de s'organiser pour appréhender le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un monde au moins européen. Alors vous êtes quand même confronté à un certain nombre de difficultés, de soucis. Quels sont les verrous que vous voudriez voir sauter dans les années qui viennent pour effectivement que cette filière soit plus prospère, si j'ose dire, ou en tout cas connaisse une stabilité plus importante? Est-ce que vous avez des grands projets à venir? On sait par exemple qu'aujourd'hui la commande publique elle est un petit peu stoppée. Comment peut-être faire redémarrer tout ça? Alors on a deux objectifs qui sont très, très bien identifiés. Le premier, c'est d'essayer, comme je vous le disais en préambule, d'avoir les règles même du jeu social pour tous les pays européens. J'allais dire que là, le combat n'est pas un combat local, mais est un combat national et supranational européen, j'allais dire. Et après, on a un deuxième combat qui est un combat de simplification administrative. On a, il faut le dire, plutôt de bonnes relations et l'habitude de travailler avec le monde politique et la commande publique en général, puisque ça représente à peu près entre 40 et 45% de notre activité générale. Donc nous avons plutôt l'habitude de dialoguer avec le monde politique. Là où il y a des sujets d'amélioration, c'est le fonctionnement avec le monde administratif, qui est parfois en décalage avec le monde politique. Décalage, c'est-à-dire lourdeur administrative, incompréhension, fossé? Vous avez tout dit, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un héritage et une inertie, une machine qui existe et qui doit exister avec un fonctionnement qui date de plusieurs années, voire de plusieurs décennies. Aujourd'hui, le monde a changé et nous, monde économique, et notamment du BTP, qui travaillons beaucoup avec les collectivités, nous avons besoin de rapidité, de pouvoir, j'allais dire, fluidifier les relations entre les aménageurs du territoire que sont les collectivités qui nous demandent d'une manière générale de réaliser des travaux, que ce soit pour le logement, pour les aménagements publics, pour les routes, pour les tunnels et les transports. Voilà, on a besoin de réactivité, que le monde administratif se calque au rythme du monde économique. Alors on va parler projet ce soir et donner un peu le pouvoir à l'imagination. Ici, la Fédération du bâtiment 13 a un grand projet pour ce territoire. Vous allez on a un petit scoop ce soir, je crois, c'est ça ? Un scoop, je ne sais pas si c'est un scoop, mais en tout cas, c'est vrai que cette problématique de Marseille 2031 a fait germer en nous et en moi en particulier un peu de prospective. Et je me suis dit que pour se caler à ce qui sera nécessaire pour notre économie dans 15 ans, il y avait un sujet qui me paraissait évident, et ce sujet, c'était d'essayer de faire un pôle de compétitivité. Le fameux pôle de compétitivité, c'est-à-dire d'essayer de trouver dans une zone à définir, dans un territoire qui n'est pas du tout arbitré, mais qui pourrait être bien placé près des décideurs, près des voiries, près des infrastructures de transport, les ports, les aéroports et les gares, et d'essayer de faire une zone dédiée au BTP avec une fiscalité particulière, parce que vous l'avez dit, nous sommes un métier de main-d'œuvre, on a besoin de pouvoir nous battre avec les autres pays européens, donc nous avons besoin d'avoir une fiscalité sociale notamment particulière. Et j'allais dire que dans cette zone de compétitivité, il y aurait la formation de nos futurs métiers, il y aurait du frottement entre les entreprises de grosse taille et les petites PME,
parce que nous avons aussi un déficit structurel de taille d'entreprise sur ce territoire, mais j'allais dire globalement, d'une manière générale en France. Donc la formation, le frottement des compétences des uns et des autres, la mutualisation des ressources, la création de locaux dans une zone dédiée qui ferait plusieurs hectares, générerait de l'activité et nourrit des relations entre les différents corps d'État de notre profession. Donc qui simplifierait aussi évidemment le dialogue, les échanges et la créativité, l'innovation. Jean-Luc, un projet comme ça vous paraît de nature effectivement à changer la donne ? Écoutez, en tout cas, quand une filière vient dire qu'elle envisage de pouvoir faire un projet structurant où elle va regrouper à la fois les entreprises, peut-être les jeunes, avec la formation, peut-être un certain nombre de savoirs, c'est inévitablement un projet important. C'est un projet important, d'autant plus quand cette filière est la première du territoire, ou qu'elle est en tout cas en situation de pouvoir continuer à développer de l'emploi fortement. Vous avez remarqué, il a été prudent, il ne nous a pas dit où il voulait l'installer. Pour l'instant, il y a encore un petit peu de suspense, mais on se doute que c'est plutôt là où il y a effectivement de la main-d'œuvre éventuellement disponible. Jean-Luc, dans le discours de Johan et aussi dans le film qu'on a entendu, on sent quand même poindre une espèce de distanciation avec effectivement le monde politique, on a parlé de l'administration. C'est quoi? C'est une défiance? C'est une incompréhension? Non, je ne pense pas que ce soit une défiance ou une incompréhension. Je pense simplement qu'il faut qu'on arrive à évoluer et on a notre part de responsabilité probablement sur ce sujet. Il faut maintenant qu'on passe à une autre étape. On a sur ce territoire besoin de cultiver maintenant un jeu collectif, un travail collectif. On a besoin d'aller plus loin. Il y a beaucoup de sujets qui doivent être mis sur la table. Il y a beaucoup de sujets qui doivent nous permettre d'aller plus loin, qui doivent nous permettre de réussir. Et donc pour ça, il faut qu'on apprenne à travailler mieux ensemble. Alors on est allé évidemment voir un petit peu ce qui se passait sur les autres territoires. Et on a la chance d'accueillir ce soir Jacques de Chilly. Jacques de Chilly, c'est le c'est le directeur de la Derly. Je ne sais pas s'il faut dire Aderly ou Ondilion. Ondilion, c'est la marque, c'est ça, monsieur de Chilly, je crois. Alors manifestement, comme on dit, on fait un peu en provençal, on est allé faire un peu de benchmark chez vous. Il semblerait quand même qu'il y ait une forme de méthode lyonnaise, qu'en tout cas manifestement il y ait une vision partagée, peut-être une stratégie de marketing territorial que manifestement. Alors vous avez réussi quand même, vous allez réussir un joli coup, puisque chez vous l'intercommunalité et le département, ça va être la même chose bientôt. Ils en rêvent ici, ils en rêvent. Oui, alors c'est vrai que l'annonce récente de la création de cette métropole est un peu le point d'orgue d'une vraie construction métropolitaine et d'un savoir-faire ensemble lyonnais qui trouve ses racines très très loin et où les entreprises ont tenu vraiment leur place, puisque l'agence que je dirige, l'agence de développement de la région lyonnaise, la métropole lyonnaise, est une création de 1974, donc il y a 40 ans déjà.